Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission du Grand Débat spécial région de Tillabéri. Les conflits entre agriculteurs et éleveurs, c'est le lieu de le dire ici, sont monnaie courante en période d'hivernage. Et la région de Tillabéri, qui est une terre d'agriculture et pastorale par essence, n'échappe pas à cette règle où les conflits champêtres ont occasionné d'importantes pertes en vies humaines assez couramment aux grandes dames des autorités régionales qui sont souvent impuissantes face à cette situation. Monde rural, cohabitation entre agriculteurs et éleveurs à Tillabéri, comment prémunir les conflits champêtres? C'est le thème du grand débat spécial Tillabéri où nous avons convié sur ce plateau plusieurs responsables de la région pour parler de ce sujet qui préoccupe énormément les autorités et les populations de Tillabéri. Nos invités sont Dr Moussa Sadou Kalilou, chef de canton de Sakwara. Monsieur Jibrila Karimou, secrétaire permanent du Code rural à Tillabéri. Monsieur Hamadou Issa Hamidou, substitut du procureur auprès du tribunal de grande instance de Tillabéri, et Monsieur Hassimou Joubo, président du collectif des associations pastorales du Niger, antenne de Tillabéri. Chers invités, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation où nous allons parler de la cohabitation souvent difficile entre agriculteurs et éleveurs pendant cette période de campagne agricole. Quelles sont les causes des conflits champêtres dans la région de Tillabéri? Comment résoudre ces conflits qui endeuillent des familles de part et d'autre? Qu'est-ce que les autorités régionales doivent faire pour éviter de telles situations? Les réponses à toutes ces questions dans ce débat. Pour commencer cette question, comment se manifestent les conflits entre agriculteurs et éleveurs pendant la saison de pluie? Honorable chef de canton de Sakwara, bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Débat. On commence par vous. Merci et merci de l'opportunité que vous nous donnez de discuter aujourd'hui sur ce sujet important dans le cadre de la recherche de la paix et de la sécurité que notre pays a tant besoin. Le conflit agriculteur-éleveur, c'est un long conflit, mais qui jadis toujours traité d'abord par les autorités coutumières. C'est pour cela que le meilleur moyen par rapport à c'est la prévention et la régulation. C'est ça. Parce que ces conflits endeuillent beaucoup de populations. Et ces conflits, on remarque aussi des décès et des dégâts énormes. Et tant que ces conflits-là ne sont pas gérés à bon escient, c'est d'abord, ça va jouer sur la paix et la cohésion sociale. Absolument. Et c'est pour cela que j'ai parlé de la prévention. Toujours est-il que au cours d'une saison hivernale, la saison hivernale se prépare. Oui. C'est pour cela que tous les acteurs intervenants doivent être associés pour que ces conflits, qu'on puisse véritablement éviter ou minimiser ces conflits. Ça, c'est dès le début de la campagne. Dès le début de la campagne. D'accord. C'est bon? Oui. Merci. Monsieur Jibrila, bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Débat. Qu'est-ce que vous allez ajouter par rapport à cette question? Comment se manifestent les conflits entre agriculteurs et éleveurs pendant la saison des pluies? Merci, M. Abdullah Jamago. Et merci aussi de m'avoir vraiment donné cette occasion pour parler vraiment de ce sujet. Ce que je voudrais commencer par, quelles sont les voies d'abord pour prévenir ces conflits. D'accord. Donc, si nous prenons notre région, la région de Tillabéri, en fait, la région est séparée en deux grandes parties. Il y a une zone pastorale, uniquement dédiée à l'élevage, et une zone agricole. Oui. Au niveau de cette zone agricole, il y a aussi des aides de pâturage. Tout ça, c'est pour prévenir les conflits. Okay. Maintenant, en dehors de cette séparation entre les zones pastorales et les zones agricoles, oui, il y a aussi, nous menons aussi ce qu'on appelle les missions de contrôle de mise en valeur. D'accord. C'est quoi ces missions de contrôle de mise en valeur au début de la campagne agricole? Donc là, nos équipes, nos structures se rendent au niveau des différents départements pour aller voir l'effectivité même de la mise en valeur de ces ressources. Est-ce que le couloir de passage là, est-ce que l'intégrité est assurée, ainsi de suite quoi. Donc vraiment ça, c'est aussi un autre moyen quoi, oui, en fait de prévenir les conflits. Dans le cadre toujours de cette prévention des conflits, donc là, en fait, je vous informe que, ou bien je vous rappelle que
la région de Tillabéri a élaboré son schéma d'aménagement foncier. D'accord. Donc, dans ce schéma d'aménagement foncier, quand c'est vraiment un outil. C'est depuis quand pour ce schéma? Ça a été adopté, en fait, le 30 novembre 2022. 2022. Et ce processus, donc, comme vous l'avez dit, ça a duré jusqu'à 8 ans. 8 ans, nous avons passé 8 ans pour élaborer ce document qui a été donc adopté en Conseil des ministres le 30 novembre 2022. Donc, dans ce document, au cours de ce processus, vraiment, nous avons fait un inventaire de tout ce qui est espace pastoraux. D'accord. Voilà, donc vraiment, en fait, en plus du contrôle de mise en valeur, donc en fait, nous menons aussi des missions de vulgarisation des textes. Donc là, il faut vraiment vulgariser ces textes pour que les gens, en fait, aient le contenu de toutes, en fait, de certaines dispositions. Parce que le code rural, en fait, il faut le rappeler, il y a 2 dispositions. Il y a une disposition juridique, donc là, tout ce qui est texte, donc par rapport à la gestion des ressources animales et ressources naturelles. Et il y a aussi le dispositif institutionnel pour la mise en œuvre. C'est ça qu'on appelle le code rural. Donc au niveau de notre région, en fait le code rural, il y a le niveau régional que je représente. Il y a au niveau des départements, nous sommes représentés au niveau des 12 départements, sauf Bani Bongo. Jusqu'à présent, Bani Bongo ne doit pas pu installer. Et au niveau donc des communes, nous sommes représentés au niveau de chacune des communes. Et même au niveau des villages, nous sommes à peu près à 1200 et quelques villages où se trouvent des commissions foncières, soit un taux de 56%. Donc vraiment, en fait, au niveau du Code rural, nous sommes en train de mener beaucoup d'activités qui concourent à prévenir les conflits entre agriculteurs et éleveurs. D'accord. Voilà ce que je voulais dire. Vous avez dit qu'ici à Tillabéri, il y a 2 zones. C'est des géographies de sorte qui est une zone pastorale et une zone agricole. C'est ça. Et comment on peut peut-être expliquer avec cette organisation que souvent qu'il y ait des conflits, qu'est-ce qui se passe? Oui, bon, en fait, c'est, vous savez, c'est le respect. Le respect. Le respect des textes, quoi. D'accord. Donc les gens ne respectent pas les textes. Ah, bon, vraiment, il y a un problème de respect des textes. Hein? Qu'est-ce qu'ils font? Bon, en fait, c'est-à-dire les gens connaissent les textes, mais ils refusent d'appliquer. Et d'où cette situation? Bon, en fait, là, la situation, vraiment, nous, les structures donc, étatiques, parfois sont responsables. D'accord. Donc, vraiment, parce que parfois, quand on fait une mission de contrôle de mise en valeur, donc on fait un PV. Donc, ce PV, on le soumet à l'autorité, donc qui est détentée sur le pouvoir de police rurale. Donc, c'est à elle de prendre des sanctions. Deux fois, vraiment, on sent que... On sent quoi? Un laisser-aller, on sent un laisser-aller, c'est ça? En tout cas, il y a vraiment une certaine lourdeur. Au niveau des autorités? Des autorités. D'accord. Voilà. Merci. On va avancer. Hamidou, bonsoir et bienvenue aussi sur le plateau du Grand Débat. Comment se manifestent les conflits entre agriculteurs et éleveurs pendant la saison de pluie? Bonsoir, M. Abdoulaye. Bonsoir. Merci de nous convier, de nous avoir conviés à ces débats dont l'importance n'est pas sans appel. D'accord. Donc le conflit entre, tout d'abord il faut se rappeler que le conflit entre agriculteurs et éleveurs ici à Tillabéri se manifeste sous plusieurs formes. J'allais dire le conflit du monde rural de manière générale. Tout à fait. Donc ce conflit peut des fois opposer agriculteur à agriculteur. Ah oui. Il y a des conflits qui opposent éleveurs à éleveurs. Il y a aussi des conflits qui opposent éleveurs et autorités administratives. Et il y a aussi le conflit agriculteur-éleveur. Et c'est tout ça, vous gérez souvent au niveau de la justice? Bien sûr. D'accord. Des fois, nous recevons tous ces cas-là. D'accord. Le conflit entre agriculteurs et éleveurs, parce que c'est de ça il s'agit aujourd'hui, c'est un conflit dans la plupart des cas qui se manifeste, comme il l'a dit tout de suite, du fait du non-respect, n'est-ce pas, de certains droits reconnus aux uns et aux autres. Des couloirs de passage, par exemple? Ce qu'on appelle le droit de mobilité, qui est reconnu aux éleveurs, qui leur permet de se mouvoir d'un point à un autre, parce que c'est l'apanage de l'éleveur. Pour les passages du bétail, il a besoin de quitter un point A à un point B. Il y a aussi l'accaparement des terres agricoles par certains éleveurs. Les aires de pâturage, les enclaves pastorales. Tout cela sont des actions qui ne contribuent pas
à améliorer les relations entre les agriculteurs et les éleveurs dans la région de Tillabéri. Il y a un autre aspect encore. Dans le même cadre d'idée, il y a aussi la gestion des terres en jachère, les champs en jachère. Vous allez voir, aujourd'hui, un cultivateur, il laisse son champ en jachère. Et parce que, il faut se le dire, tout agriculteur aussi, un bon éleveur, il est rare de voir aujourd'hui un agriculteur qui n'a pas de bétail. Ah oui, bien sûr. Donc, il peut laisser un champ au jachère qui, d'ailleurs, n'est-ce pas, si le champ n'est pas exploité, il est tout à fait possible que les éleveurs, n'est-ce pas, ils conduisent leurs animaux pour paître. Tout à fait. Et il va mettre en œuvre, n'est-ce pas, tout un problème. C'est ça. Si on peut le dire. Oui, bien sûr. Il va, des fois, il va créer d'autres astuces. C'est-à-dire que le champ, tout le monde sait que le champ est en jachère, mais il cultive à côté, ça et là, pour empêcher, n'est-ce pas, l'accès de ces champs en jachère aux animaux. Et c'est un problème. Et c'est un problème. Et dès que les éleveurs trouvent du brèche, ils vont rentrer. Bien sûr. Et s'ils rentrent maintenant, ils vont se rentrer dedans. Maintenant, c'est des conflits. Et le conflit entre les éleveurs et éleveurs, la plupart des cas se manifestent, n'est-ce pas, au niveau, n'est-ce pas, d'accès au point d'eau, les puits, voilà. Donc, effectivement, chacun veut se servir, voilà. Donc, des fois, il y a des couacs et vraiment, ça dégénère en, n'est-ce pas, en coups et blessures. Des fois même, le pire, avec mort d'homme. Malheureusement. Et aussi, le conflit entre agriculteurs et agriculteurs, ça c'est le quotidien. Ça se manifeste toujours par la revendication d'un champ. Oui, parce que l'autre va dire que son père a fondé le village et que une portion de terre détenue par l'autre et que toutes les terres de la zone lui appartiennent. Donc ça, des fois, les autorités coutumières n'arrivent pas à gérer ça. Ça atterrit à la justice. Aujourd'hui, la région de Tillabéri, si je peux le dire, fait partie aujourd'hui des régions où le conflit champêtre a encore de beaux jours devant. C'est régulier, c'est fréquent. C'est fréquent, tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Ah oui. Tous les jours. Les dossiers sont là, entassés. D'accord. Ça sort, ça vient, ça sort, ça vient, ça sort, ça vient. Et il y a aussi le conflit qui oppose les éleveurs aux autorités administratives. Parce que les autorités administratives peuvent prendre des décisions, n'est-ce pas, au fin de céder des portions de terres agricoles à des entreprises ou bien à des personnes privées. Et cela aussi peut créer des conflits entre autorités administratives et éleveurs. Donc voilà, de grosso modo, les différents conflits qui nous assaillent ici. Et dont vous gérez au quotidien aussi au niveau de la justice. Effectivement. Et comme je le dis, malheureusement, ces conflits, des fois, vraiment entraînent des morts d'hommes ou bien des situations qui ne sont pas heureuses, malheureusement. D'accord. Merci, Amidou. On va revenir sur certains aspects dans le détail. Monsieur Jibo, bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand. Qu'est-ce que vous allez ajouter à côté déjà de ce que les trois autres invités ont avancé? Merci beaucoup, Ablaï. Bonjour, merci aussi pour le séjour ici à Tillabéri. Merci. Oui. En tout cas, ce thème d'aujourd'hui, vraiment, c'est un thème d'actualité. Et surtout à cette période hivernale. Tout à fait. Les conflits entre agriculteurs et éleveurs, qui est le thème, c'est vrai, il faut d'abord prévenir. Il faut prévenir. La prévention. La prévention. D'accord. Et la gestion des conflits. Et la gestion des conflits. Et pour prévenir, au début de la saison de pluie, il faut faire des réunions ou bien des caravanes de sensibilisation. Comme ce que le chef de canton, vient de dire, pour faire la prévention et la gestion des conflits en touchant tous les éleveurs et les agriculteurs. Parce que des fois, les autres ne sont pas ceux qui vont aller sur le terrain, là, les éleveurs, là, qui sont derrière les animaux, qui des fois provoquent les conflits, ne sont pas
tellement sensibilisés par rapport à ça. Ah, ok, d'accord. Mais quand on met tout le monde ensemble pour la sensibilisation dès au début de la campagne, donc en tout cas, il y aura moins de conflits entre agriculteurs et éleveurs. Okay. Et aussi pour le morcellement des couloirs de passage. Vous savez, comme le Code rural a dit, les dispositifs sont là. D'accord. Mais les couloirs de passage sont là, mais ils ne sont pas encore délimités. Ah oui, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Parce que lui, il dit que c'est parce que les gens ne respectent pas les textes. C'est ce qu'il a soutenu. Oui, ils ne respectent pas, parce que les textes sont là, mais ils ne sont pas encore tellement vulgarisés, au niveau de ces producteurs-là, pour qu'ils puissent, chacun puisse lui, l'agriculteur, puisse savoir arrêter à la limite des champs pour ne pas encore morceler le couloir de passage et aussi les aires de pâturage. Parce que souvent, ce qui provoque ces conflits, avant, il y a la collaboration, il y a la confiance entre l'agriculteur et l'éleveur. Ok, avant. D'accord. Parce que avant, pendant que l'éleveur, à pareil moment, est en brousse en train de pâturer ses animaux, lui, l'agriculteur qui est dans son champ, il a l'oreille à écouter l'éleveur d'ici 2 mois là. Il va revenir et il va installer dans son champ. Ah oui, ok. Déjà, oui. D'accord. Ça, avant, il y en a. Mais maintenant, avec les petits problèmes de conflit, qui ne doit même pas être entre agriculteurs et éleveurs, parce que moi, comme on me dit, il y a un conflit entre agriculteurs et éleveurs, vraiment, c'est quelque chose même qui ne doit pas être. D'accord. Une question, vous êtes éleveur, vous? Oui, je suis éleveur. D'accord. Très bien, on y va. Je suis éleveur parce que quand je trais le matin de très bonne heure, j'amène le lait pour donner à mon cousin qui a aussi son champ, on lui a préparé la pâte là, donc il veut mettre dans le lait là pour prendre le matin de très bonne heure pour aller dans son champ. Donc je pense qu'il n'y aura pas un conflit même entre agriculteurs et éleveurs. D'accord. D'accord, Djibo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. On va avancer. Monsieur le chef de canton, honneur chef de canton, vous avez, le problème est là parce que le juge, il a bien dit que, en tout cas, ce problème a encore de beaux jours à Tillabéri. Alors, que faut-il faire pour éviter de tels conflits de manière très concrète? Parce que le problème est là. Voilà, ce qu'il faut faire, d'abord, en ce qui concerne le mot même conflit agriculteur-éleveur, on peut dire que c'est un conflit de paysans parce qu'aujourd'hui, l'agriculteur c'est un éleveur, l'éleveur c'est un agriculteur. Vice-versa, tout à fait. D'accord. Et ce qu'il faut d'abord, c'est rechercher d'abord les vraies causes des problèmes. D'accord. Et les causes, on peut les énumérer comme d'abord le non-respect de libération des champs. Quand on donne des dates par rapport à la libération des champs, si les gens ne respectent pas ces dates, ça cause problème. Quand les gens ne respectent pas aussi les couloirs de passage, les animaux, ça cause problème. Et ça aussi, le problème, c'est que les couloirs de passage ne sont pas balisés. Donc, ce n'est pas que les gens ne respectent pas, mais des fois, quand ce n'est pas balisé, les gens débordent. Bien sûr. Les aires de pâturage ne sont pas balisées de telle sorte que certains esprits malins essaient de morceler ces aires de pâturage. Et c'est la faute à qui, tout ça? Ça, c'est que ça ne soit pas balisé parce que si... Ça, c'est le code, normalement, c'est le code rural qui devrait... C'est le code qui devrait faire tout ce travail. Tout, vulgariser, parce qu'il y a les textes qui sont là, on dit que les textes ne sont pas... Il faut que les textes soient vulgarisés. Tout à fait. En milieu rural, les gens n'ont pas la notion, ils ne sont pas sensibilisés par rapport à ces textes-là. D'accord. Il faut que les couloirs, les aires de pâturage soient balisées. Il ne faut pas obstruer aussi les voies de passage des animaux
vers le fleuve ou les points d'eau. Parce que quand les gens ne comprennent pas, la personne va essayer de faire un jardin, alors les animaux veulent aller, alors que le couloir a été bloqué. Donc tout ça, c'est parce que il faut aussi une grande sensibilisation de la population pour qu'ils puissent comprendre par rapport à cet aspect. Et tous ces éléments-là fournis, à partir de ces éléments fournis, il faut, comme je l'ai dit, il faut réunir tous les acteurs. Tous les acteurs intervenant dans la chaîne. Une fois que les acteurs ont été réunis, les causes ont été identifiées, quelles sont les solutions possibles par rapport à la résolution de ces problèmes? Et qui sera responsable par rapport à la... Il y a des solutions trouvées in situ au niveau même du village. Donc, de chaque côté, ils vont prendre des engagements. Et les engagements pris, il y a aussi à mettre en place un mécanisme de suivi des engagements. Parce qu'il ne suffit pas de prendre des engagements pour dire que, voilà, les éleveurs ont pris l'engagement, et les agriculteurs aussi ont pris l'engagement de ne pas. Mais il faut un mécanisme de suivi de ces engagements-là. Si ces mécanismes-là ont été respectés, je pense qu'il y aura moins de conflits. Et toujours est-il que nous, en tant que chefs traditionnels, nous réglons beaucoup de choses. Parce qu'il y a beaucoup de canaux par rapport à la résolution de problèmes. Nous avons, il y a beaucoup de canaux par rapport même au volet social, par rapport à des aspects comme cousinage à plaisanterie, et les mariages. Il y a beaucoup de canaux où on essaie de régler et le problème est réglé par rapport à cet aspect. Voilà ce que j'aimerais dire par rapport. Merci honorable chef de canton, merci beaucoup. Djibrila, que faut-il faire pour éviter de tels conflits de matière? Et vous avez entendu ce que le chef a dit, parce qu'il semble que le code de la vous ne faites pas bien le boulot. Est-ce que vous laissez, vous balisez pas les couloirs de passage? Qu'est-ce qui se passe à votre niveau? Ok, donc merci vraiment, M. Abdoulaye. Donc je vous ai dit que en fait, nous avons élaboré notre schéma d'aménagement foncier. Donc là, on a fait un inventaire, un joli financement même qu'il faut dire, de 300 et quelques couleurs de passage. D'accord, 300 et quelques. Oui, et puis couleurs de passage dans la région de Tillabéri. Dans la région de Tillabéri. Ok, d'accord. Et puis encore à peu près 400 aires de pâturage. 400 aires de pâturage. Voilà, ça vraiment, ça on a inventorié. Et donc là, ça se trouve, c'est une répartition par commune. Chaque commune connaît logiquement tous les couloirs de passage, toutes les aires de pâturage, toutes les mares de sa commune. D'accord. Mais nous avons commencé donc la vulgarisation de ce document, mais compte tenu de peu de moyens que nous avons, donc en fait, pour le moment, on n'a plus que... Là, c'est un problème de moyens. Voilà. Mais pour le moment, vraiment, on est à peu près à 15 communes, là où nous avons vulgarisé. Sur combien de communes? Sur 45 communes. Donc vous voyez que ça reste beaucoup. On a une trentaine de communes. On a élaboré des TDR. Mais ce que malheureusement, en fait, on a mis beaucoup d'accent sur les partenaires. Alors que vraiment, c'est une question de souveraineté. Tu vois quoi? Baliser un couleur de passage, on ne peut pas attendre quand même un partenaire. Je pose cette question. Pendant toutes ces années, vous attendez des partenaires pour venir financer le code de la, c'est ça? En tout cas, quand on a fait le budget, donc de là, donc on attend. Quand on fait le budget, on attend les partenaires pour financer. On a fait une répartition. Donc du budget par partenaire. Pour une question nationale. Pour le national, c'est à peu près 5%. Oui, je sais. Mais l'affaire le conflit entre éleveurs et agriculteurs, c'est une question nationale. Parce que ça se passe ici chez nous. Et ces conflits, on a vu combien de fois ça a engendré des victimes, plusieurs morts, des enfants, des femmes. C'est ça, voilà. Donc vraiment, en fait, nous avons prévu vraiment de baliser, comme on l'a dit, baliser tous ces couleurs de passage pendant les 5 ans, quoi. Pendant les 5 ans, baliser tous les 300 couleurs de passage. Pour le moment, présentement, il n'y a que 2 couloirs en cours de balisage, et tous sont dans la commune de Baléares. Parce que voilà, l'an passé, après l'adoption du SAP, donc à Kolo, dans le département de Kolo, on a eu 2, et dans le département du SAP, on a eu un seul. Donc vous voyez que jusqu'à présent, on n'a pas encore balisé 6 couleurs de passage. Donc vraiment, et ça c'est vraiment faute de moyens. Donc vraiment, notre objectif, c'est vraiment de baliser dans les 5 ans là, en fait, tous les couleurs de passage. Et les aires de pâturage aussi, il faut les baliser. Donc connaître les limites
Nous, on a fait un jour de financement, mais il faut aller placer les balises. Est-ce que vous voyez quoi? Donc ça vraiment, on attend. C'est vraiment notre priorité. Il faut brigadiser ce document, il faut baliser ces espaces, ces espaces et mieux, il faut encore les restaurer. Est-ce que vous voyez quoi? Parce que nous avons constaté que ces aires de pâturage là qu'on parle, parfois c'est des glacis même quoi. Donc il faut les restaurer quoi. Nous avons prévu. Donc pour baliser, en fait, pour restaurer, il faut d'abord sécuriser l'aire de pâturage quoi. Donc là, en la sécurisant, on va donc la restaurer. Et donc c'est ça que nous avons prévu dans le SAF. Donc, oui, allez-y. Ouais, donc par rapport toujours donc il y a aussi, nous avons chaque année, il y a encore les réunions de libération des champs, comme l'honorable chef du canton l'a dit. Libération des champs. Des champs, ok. Libération des la champs. libération des champs, pas les agriculteurs. Non, les dates. Oui, les dates, j'ai compris. Voilà. Pour libérer les champs et permettre aux éleveurs de... Voilà, pour permettre aux éleveurs de descendre. De descendre, voilà. Voilà, ça va vraiment prévenir aussi les conflits. Donc chaque année, vraiment, nous tenions ces rencontres communales, départementales et même régionales pour fixer une ou deux dates, quoi. Est-ce que vous voyez quoi? Oui. Donc même cette année, en fait, donc nous allons commencer le processus donc d'ici la fin de ce mois, quoi. Voilà ce que je voudrais dire, que vraiment, nous sommes en fait en train de chercher les moyens pour baliser nos aires, nos couleurs de passage, et même nos mares, quoi. Il y a des mares, parce que quelqu'un l'a dit, une mare. Donc il faut aussi la baliser pour que vraiment pour que tout le monde puisse accéder à cette mare, quoi. Donc nous avons parlé aussi, donc elle a dit, de vulgarisation. Oui, là vraiment c'est un thème très important. Il faut que les gens, en fait, le contenu, les textes là, que les populations connaissent ces textes. D'accord. Voilà, donc c'est ça que je voudrais dire. Qu'est-ce qu'il faut faire face à l'urgence, puisque aujourd'hui on parle quand même de souveraineté nationale. Oui. Et qu'est-ce qu'il faut faire à l'urgence pour régler ce problème? Parce que le juge l'a dit, c'est des situations chaque jour presque qu'il règle au niveau de la justice. Qu'est-ce qu'il faut faire face à l'urgence aujourd'hui? Donc face à l'urgence maintenant, en fait, donc au niveau de chaque commune ou de chaque département, nous connaissons vraiment les zones sensibles, quoi. Vous voyez, quoi. Donc il y a des priorités. Donc vraiment ces couloirs de passage là qui sont en fait menacés, quoi. Il y a des couloirs de passage qui sont menacés. Quelqu'un a dit faute de balises. Est-ce que vous voyez quoi? Donc il faut les baliser, quoi. Est-ce que vous voyez quoi? Ça vraiment c'est une urgence, quoi. Est-ce que vous voyez quoi? Donc vraiment pour moi en fait c'est une urgence. Il y a aussi des aires de pâturage qui sont vraiment menacées. Donc là on connaît qu'elles sont menacées. Donc vraiment il faut aller vite. Il faut vraiment. Parce qu'on est en pleine saison de pluie, il faut le dire aussi. Oui, voilà. D'accord. Merci beaucoup. Monsieur le juge, qu'est-ce que vous allez ajouter? Que faut-il faire pour éviter de tels conflits de manière très concrète? Parce que vous souffrez au niveau de la justice avec tous ces dossiers-là qui s'entassent. Oui, effectivement. Bon, la gestion, d'abord la prévention, ensuite la gestion. D'accord. Parce que nous sommes aussi appelés à exercer, n'est-ce pas, les deux options. D'abord, la prévention. Je ne dirais pas mieux que mes prédécesseurs. Comme on dit, la meilleure prévention d'un conflit, il faut d'abord l'appréhender. Connaître les contours, et ensuite adopter les voies et moyens à prendre pour pouvoir éviter effectivement que ces conflits-là ne prennent de l'ampleur. Donc, comme ils l'ont dit, effectivement, tout doit passer par la sensibilisation. Il y a eu effectivement des caravanes, il y a eu des formations. Oui. N'est-ce pas, ici même à Tillabéri, nous avons eu, avec tous les acteurs du monde rural, à assister à des formations, notamment en ce qui concerne l'ONG AREN, en ce qui concerne les problèmes de cohabitation, comment les prévenir et la gestion. Parce que la justice intervient beaucoup plus dans la gestion. Oui, la prévention, la plupart des cas, on laisse ça aux autorités coutumières et administratives. Quand il y a des tensions, ils se rendent sur le terrain pour rencontrer les acteurs. Voilà. En ce qui concerne la gestion, il faut reconnaître que la loi n'est pas restée en marche. Il y a plusieurs textes normatifs qui prévoient effectivement la gestion des cas de ce conflit. D'abord, il y a la loi numéro 93 du 2 mars 1993 instituant les principes d'orientation du code rural. Il y a
le code de l'eau, il y a l'ordonnance numéro 2010-029 du 20 mai 2010 relative au pastoralisme. Et tous ces textes accordent une place importante, n'est-ce pas, à la conciliation. À la conciliation. Effectivement. Parce que, comme on dit, un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Ah oui, bien sûr. Donc, comme c'est des acteurs qui cohabitent ensemble, mieux vaut qu'ils gèrent leurs différends de manière pacifique et consensuelle que des fois de se traîner devant les juridictions. Et en cela, la loi a concédé une place importante aux autorités coutumières. Du chef de village, du chef de quartier, au chef de village, au chef de tribu, au chef de canton, au chef de groupement, jusqu'à la justice. Donc, il est donné, n'est-ce pas, ce pouvoir de conciliation au chef du village qui tente de concilier les parties. Il y a ce qu'on appelle les commissions paritaires que la loi a prévues au niveau de chaque village. Ces commissions paritaires sont composées des éleveurs, des agriculteurs. Donc, c'est ces commissions qui, n'est-ce pas, entreprennent la conciliation. Donc, une fois la conciliation est actée, d'accord, le chef du village, il dresse procès verbal pour, n'est-ce pas, envoyer au niveau des commissions foncières. Et au cas d'échec, n'est-ce pas, de la conciliation, comme lui, c'est comme la justice. C'est à double degré. Bien sûr. Maintenant, si la conciliation échoue, il constate l'échec de la médiation, il envoie les parties devant le chef de canton ou bien le chef de groupement. Maintenant, le chef de groupement aussi procède à la même chose. Si lui aussi, la conciliation échoue à son niveau, c'est à l'instant que, n'est-ce pas, on saisit les instances judiciaires. Et au niveau de la justice, la loi 2018-37 du 1er juin 2018, fixant organisation judiciaire au Niger, a institué dans l'enceinte de chaque tribunal d'instance ce qu'on appelle le tribunal du foncier rural. Qui malheureusement jusqu'à présent, ces juridictions ne sont pas fonctionnées. Jusqu'à présent. On a juste créé ça et puis... Maintenant, on a juste créé ça. Apparemment, dans la pratique, ces juridictions ne fonctionnent plus, n'existent pas. Et depuis combien d'années déjà ça dure? Depuis 2018? Depuis la loi sur la loi. Depuis 2018. Il n'y a pas de tribunal du foncier rural. Et au niveau de chaque tribunal d'instance, donc si on peut lire, c'est des juridictions de proximité. Bien sûr. Et au niveau des tribunaux de grande instance, il est dit dans la loi où il n'y a pas de juge du foncier rural, donc il va procéder à désignation d'un juge du tribunal comme juge du foncier rural par arrêté du ministre de la Justice. Donc jusqu'à présent... Ça aussi, ça n'a pas été fait. Effectivement. Et la même loi a fixé effectivement les compétences du tribunal du foncier rural. Et il a compétence effectivement de gérer tous ces cas. Que ce soit le problème champêtre, que ce soit le problème de conflit agriculteurs et éleveurs, ainsi de suite. D'accord. Ça veut dire que l'État n'accorde pas de l'importance à ça ou pas? Je pose la question. Peut-être, moi je me dis, c'est pas que l'État n'accorde pas de l'importance. C'est parce que certainement, il y a peut-être un problème de gestion ou bien un manque de ressources humaines au niveau du ministère de la Justice. Ces conflits champêtres, ces conflits entre agriculteurs et éleveurs, c'est sur l'ensemble du pays, ça on l'a vu. Oui, c'est dans toutes les régions du Niger, ce conflit existe. Et comment ces conflits à un tel niveau, on peut aujourd'hui négliger ce genre de décision? Comment on peut expliquer ça? Parce que les conflits sont là. Et on a vu les victimes, on a vu les dégâts que ça a occasionné pendant des années. Oui, c'est ce que je vous explique. J'ai dit le problème est lié certainement... Oui, si le législateur l'a prévu, c'est parce qu'il en est conscient du problème. Donc si ce problème n'est pas résolu... le politique refuse de prendre la décision. Je ne pense pas que c'est un refus, mais je dis c'est un problème certainement de ressources humaines. D'accord. C'est-à-dire que certainement il n'y a pas assez de magistrats pour animer ces juridictions. Et je pense qu'avec le temps,
ce problème est en train d'être résolu. Il y a des dizaines, voire des centaines de magistrats qui sont là, qui attendent. Oui, je suis d'accord. Ils ont été formés, ils sont là. Oui, et qu'est-ce qu'on en fait? Mais c'est parce que le contentieux est extrêmement énorme. Que nous sommes débordés, je vous le dis. Mais la preuve, vous êtes débordés, vous l'avez dit. Oui, donc si on crée encore une juridiction supplémentaire, ça convient encore à nous alourdir, n'est-ce pas, un peu de plus. Parce que le juge aussi a besoin un peu de liberté. Oui, bien sûr. Voilà, si à la maison vous êtes sur les dossiers, au bureau vous êtes sur les dossiers, je pense que même pour la tête, c'est pas bon. D'accord. Donc voilà. Donc pour dire, de manière générale, tous ces problèmes dont ils ont fait cas ont des réponses. Tout de suite, il a été évoqué le problème de la prévention, le problème d'occupation des terres à vocation pastorale, l'occupation des couloirs de... Mais la loi n'est pas restée indifférente par rapport à ça. Okay. L'ordonnance 2010, dont je viens de faire cas, a prévu des sanctions. Bien que ni les éleveurs, ni les agriculteurs, comme ils l'ont dit, je reviens aussi là-dessus, il y a un problème de vulgarisation. Les gens ne connaissent pas ces textes. Il y a la loi, l'ordonnance 2010 a prévu des peines allant de 15 jours à 3 ans d'emprisonnement ferme et d'une amende de 10 000 à 100 000 francs en cas d'obstruction, n'est-ce pas, des voies d'accès. Ah oui. N'est-ce pas, au niveau des ressources naturelles. C'est ça. Effectivement, au niveau des eaux. D'accord. Aussi, en cas d'occupation anarchique d'un couloir de passage. Tout à fait. Effectivement, et ainsi de suite. Et c'est appliqué ou pas, cette bon, disposition? Pour que ça s'applique, il faut que le procureur de la République ou bien ses collaborateurs, les yeux d'enquête, soient saisis par rapport à ces cas. Ouais. C'est parce que j'ai dit les gens ignorent tout ça. Et voilà pourquoi ils se laissent, n'est-ce pas, ils expriment beaucoup n'est-ce pas, leurs sentiments. Autrement. Voilà, en se lançant ou bien en faisant exprimer la violence, qui d'ailleurs n'est pas une bonne conseil comme on le dit. Tout à fait, tout à fait. Et à part ça aussi, il y a des dispositions pénales qui sont prévues en cas de non-respect des dates, n'est-ce pas, de libération, les dates de libération des champs. Ah oui. Il y a effectivement, et ces actes-là sont punis de la même peine que, effectivement, que les premiers cas que je viens de soulever. La nécessité vraiment de vulgariser, pour que tout le monde soit au courant. Il ne faut pas que demain, si on te prend, tu vas dire, ah, je suis le premier à être dans, n'est-ce pas, être le premier qui vient du procureur ou bien de la justice, alors que d'autres en ont fait. Mais voilà, la loi, c'est la loi. Et si la loi est établie, c'est pour qu'elle soit respectée. Et je pense que même le plus haut niveau, les gens ne parcourent pas bien ces textes pour voir quels disent ces textes et comment expliquer ces textes au monde paysan pour que, effectivement, ce problème-là. Parce que si une disposition pénale est prévue, c'est déjà, n'est-ce pas, une prévention. C'est-à-dire que tout est là, on dit, l'espace là est interdit. Si tu mets ton pied, c'est qui dit que tu dois savoir à quoi tu t'attends. D'accord. Donc voilà. Effectivement, donc voilà ce que je me dis. Donc, merci. En ce qui sont la prévention, j'ai dit, le dispositif est là. Il suffit juste, quand ces infractions-là se commettent, de s'adresser à qui de droit et les dispositions idoines seront prises pour, n'est-ce pas, recadrer ces personnes-là. D'accord. Voilà. Merci, monsieur le juge. Merci vraiment pour ces explications. Oui, Jibo, qu'est-ce que vous allez ajouter? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter de tels conflits de manière très concrète? En tout cas, pour éviter ces conflits, c'est comme les autres ont dit, c'est vraiment au niveau de la vulgarisation. De la vulgarisation. Vraiment de ces textes-là. En langue au niveau de ce producteur-là. Parce que des fois, les textes sont là, ils ne sont pas vulgarisés. Même s'ils sont vulgarisés aussi, ce n'est pas en langue pour faire comprendre au monde rural. Parce que beaucoup d'eux n'ont pas été à l'école. À l'école, non, ça, bien sûr. Donc il faut que ça doit être vulgarisé en langue. Et au niveau des communes, parce que tout de suite le code rural a dit au niveau des communes, et le problème, des fois, c'est vraiment au niveau de ces communes-là. Parce que pour éviter ces conflits, pour résoudre, au niveau des conseils
communal, on parle seulement des zones agricoles. Et des fois, toute la population est invitée au niveau de ce conseil-là. Maintenant, il faut dire que par là, c'est vraiment pour les agriculteurs. Et par là aussi, c'est pour les éleveurs. Parce que quelqu'un l'avait dit tout à l'heure, il n'y a pas un agriculteur qui n'est pas aussi oui, bien sûr, qui n'est pas éleveur. Tout à fait. Et le bien donc, de la commune, ça appartient à l'ensemble de ces populations. Bien sûr. Donc, des fois, ça échappe au niveau de la transmission de l'information, pour dire que ici, vraiment, on dégage ça pour les agriculteurs et ici, les aires de pâturage. D'accord. Maintenant, toujours pour résoudre ces conflits, parce qu'on a vu je ne sais pas si en novembre passé, il y a eu le premier conflit dans la région de Tillabéri au niveau du département de Belleyara. Belleyara, d'accord. Je ne sais pas si c'était en septembre ou bien si ce n'est pas en novembre. Allez-y, allez-y. Qu'est-ce qui s'est passé? Et l'éleveur qui a provoqué ça, c'est un éleveur transhumant, un Nouda qui vient de notre région, du nord à Bala, qui est en train de descendre, prendre le couloir international pour descendre vers Douchi. Donc, de passage qui a provoqué ce conflit. Il a provoqué, lui, il est parti. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a fait exactement? Il y a eu de passages, comme les couloirs, là, vous savez, il y a le morcellement. Comme je l'avais dit tout à l'heure, il y a le morcellement des couloirs de passage. Maintenant, quand les troupeaux sont plus de 50 têtes, et un petit couloir ne peut pas, avec peut-être un seul éleveur. Donc, il y avait des animaux qui ont rentré donc de passage, qui ont peut-être n'avaient même pas fait de dégâts, parce que des fois, si les animaux rentrent, on regarde seulement, on dit voilà les pieds, donc ils ont rentré, il n'y a pas eu de dégâts. Donc c'est ça qui a provoqué ce conflit. Et lui, il est parti. Maintenant, le problème s'est déclenché entre les populations qui vivaient ensemble entre eux là-bas. Alors que l'auteur... Et l'auteur, lui, déjà il est parti. Et il y a eu 2 morts. Inutiles. Inutiles. Les chefs de canton se sont déplacés. Les préfets, les maires, les gouverneurs, vous voyez, pendant combien de mois en train de résoudre ce problème-là, alors que lui, il a fait, il est parti. Il est parti. Donc c'est pour cela que vraiment, tout de suite, le procureur l'avait dit, les conflits, il faut d'abord les résoudre au niveau de la chefferie traditionnelle. Oui, bien sûr, d'accord. C'est important. Parce que ce conflit-là, si ça s'est arrêté seulement au niveau de la chefferie traditionnelle, au niveau local, il faut résoudre ça. On va trouver les solutions. On va trouver les solutions. Mais comme l'a dit aussi, il y a la politique, il y a d'autres qui appellent. Il y a la politique qui joue son rôle. Qui joue son rôle. Même dans les affaires de conflit. C'est ça même qui arrache ça. Ils appellent qui d'abord? Ils appellent leurs amis politiques. Leurs amis politiques. Pour demander quoi? Pour dire voilà, oui. Et souvent, ils ont le soutien de ses amis politiques. Ils ont le soutien souvent. Qui sont dans la capitale et qui ne savent même pas ce qui se passe à l'intérieur. Des fois, ils sont même à l'extérieur. Et le téléphone joue son rôle. Son rôle. Très bien. Et maintenant, pour résoudre ce problème, vraiment, s'il y a eu des dégâts champêtres entre agriculteurs et éleveurs, c'est comme aussi le chef a dit, c'est vraiment d'aller vérifier. Parce que les chefs, même au niveau des villages, ils ont des gens qu'ils ont confiance. Oui, bien sûr. Allez-y, il y a un agriculteur par là, il y a un éleveur. Si c'est un éleveur, par là aussi c'est un agriculteur. Si c'est 2 agriculteurs par là, il y aura aussi le côté de l'éleveur 2. Mais s'il y a 2 agriculteurs et un éleveur, il y a un problème. S'il y a 2 éleveurs et un agriculteur, il y a un problème. C'est ces gens-là qui vont
envoyer, le chef va envoyer qu'il a confiance. Ouais. Il va aller regarder. Et il revient avec le message pour dire voilà comment ça se passait. D'accord. Donc vraiment, Oui. c'est aussi des canaux parce que Ah des oui, fois, bien il n'y a pas de... Très important. Oui. Des fois, Oui. quand on amène le message pour dire qu'il y a un dégât champêtre entre agriculteurs et éleveurs, tout de suite, on tranche seulement. Des fois, l'agriculteur dit « Ah, on va me payer comme ça. » Oui, c'est vrai, c'est important. Ouais. D'accord. Mais si on a envoyé les gens là qui vont Pour aller vérifier. pour Exactement venir ce le que- message oui, bien dire sûr, au bien chef, Tout à fait. il n'y aura pas Ce problème. ces problèmes. D'accord. Maintenant, on est toujours au niveau de pour résoudre ces Oui, problèmes. voilà, les solutions. Les solutions, c'est comme vraiment l'a dit le procureur, il faut, celui qui a tort, il faut lui dire Il a tort. qu'il a tort. Souvent, ce n'est pas le cas. Souvent, ce n'est pas le cas. Plusieurs fois même, ce n'est pas le cas. C'est ça Plusieurs qui fois, ce n'est pas le provoque cas. Ouais. tous ces problèmes-là. Donc, Mais on donne raison à on celui donne qui a tort. raison À celui qui a tort. à celui qui tort. Ouais. Et si vous avez donné raison à celui qui a tort, vous savez que ça, vraiment, c'est Oui. la vérité de l'autre Oui. qu'on a arraché pour donner à celui-là. Oui. Et il y aura vraiment un problème. Et tout Parce ça, que- et toujours ça, là, c'est la politique aussi qui fait ça ou quoi? Je en, pose tout la cas, question. en tout cas, il y a tellement Parce de... que pour pouvoir donner tort à celui qui a raison, il faut quand même une main haut placée, non? Oui. Et c'est qui cette main haut placée? C'est le politique ou bien c'est qui? En tout cas, c'est vraiment la politique. C'est la politique. C'est la politique. D'accord. Et maintenant, s'il y a pour résoudre ce problème, j'ai dit au niveau local, des fois, directement, il y a un petit dégât champêtre et on amène ça au niveau de la gendarmerie ou bien de la police. Ouais. Directement. Directement. Ouais. Et des fois, c'est des dossiers qui tombent aussi dans les mains du procureur. Parce que lui aussi, il fait ses PB et puis il transmet. Oui, bien sûr, bien sûr. Et finalement? Oui. Mais avec maintenant la sensibilisation que on est en train de faire ensemble avec tous les acteurs, OK. parce qu'il y a des panneaux que le Code rural donc en train de montrer pour dire que donc s'il y a un dégât champêtre, voilà comment la il résoudre, faut voilà les la voie étapes à suivre pour régler. à suivre donc pour régler ça. OK. Ça, vraiment, il y en a. D'accord. Maintenant, Oui, il y a aussi d'autres... Vous avez beaucoup de choses à dire. En tout cas, pour résoudre ces problèmes... Allez-y rapidement, on va donner la parole aux autres alors. Oui. Au niveau des éleveurs, des fois, eux-mêmes, ils commettent vraiment des grandes erreurs. Parce que les éleveurs eux-mêmes. OK. Parce qu'à cette période hivernale, Oui, tout à fait. quand il y a au moins 20 têtes de vaches ou bien 40, on va donner à une fillette ou bien à un jeune de 14 ans, 15 ans, 16 ans, donc pour conduire, qui va conduire ces animaux. Ouais. Donc lui, il ne sait pas vraiment s'il y a eu des problèmes, qu'est-ce que le problème là, ça déclenche. Bien sûr, parce que peut-être il va laisser les animaux donc pâturer. Lui, il est là avec un ami. D'accord. En train de jouer. Ouais. Donc ça aussi, vraiment, ça provoque. Okay. Donc on dit vraiment chaque fois de donner vraiment aux jeunes plus de 18 ans. Oui, 18 ans, vraiment. Ouais. Donc, qui sont majeurs. Hein? Qui sont majeurs, qui sont encore encadrés. Merci. Merci. Honorable, qu'est-ce que vous allez ajouter? Vous avez écouté en tout cas tout ce que et le procureur et Djibo-Adi, qu'est-ce que vous allez ajouter? Tout ce que je peux ajouter, le procureur vient de dire qu'ils sont débordés. Je pense que nous, au niveau de l'autorité coutumière, pratiquement 70% des affaires là sont réglées chez nous par la conciliation. Parce que sinon, je pense qu'au niveau de la justice, je ne pense pas qu'ils pourront même travailler. On essaie toujours de concilier les parties. Des fois, même si on n'arrive pas à s'entendre, on les donne un délai, allez-y revenir. Vous allez voir que quand ils vont revenir, déjà il y aura une conciliation. Maintenant, j'aimerais par rapport toujours au conflit
il y a un aspect que j'ai oublié de dire, c'est toujours par rapport aux transhumants. Nous, au niveau surtout dans le département de Tillabéri, quand tu regardes tous les animaux qui sont partis vers le Mali, il y a une période où ils descendent. Et quand les animaux descendent, ça, tout le long, c'est des dégâts qu'ils commettent. Ah oui. Et la descente, il faut nécessairement que l'État arrive à canaliser ces animaux. Parce qu'ils viennent en groupe. Et la nuit, au moment où les gens... Le matin, quand tu viens, tu vas trouver déjà ton champ a été... et vraiment, c'est des gens, ce n'est pas les éleveurs de notre zone. Et ils sont déjà partis. Donc, le vrai conflit, même ceux qui provoquent le conflit, c'est vraiment les transhumants. Parce que les gens qui se connaissent, dans la plupart des cas, dès qu'il y a, même s'il y a un dégât, nous, au niveau de la chefferie traditionnelle, on arrive à les concilier. À les concilier pour qu'il n'y ait pas de dégâts. Mais, des fois, quand le dégât, on n'arrive même pas à retrouver celui qui a provoqué. C'est ça c'est ça. Il faut encadrer ça. Et il l'a dit aussi, deux fois, les animaux sont laissés à des mineurs. À des mineurs. Donc, vraiment, c'est ces mineurs-là qui commettent, ils laissent les animaux, ils sont en train de vaquer à d'autres occupations. Et c'est ça aussi qui crée Mais toujours... Sans doute aussi, aujourd'hui, à l'heure du téléphone portable, peut-être là aussi, ils sont un peu pris par... Oui, mais ça, c'est... On a vu le portable, il n'est pas tout. Oui, ça, même les adultes, avec le WhatsApp, là, même les adultes peuvent être distraits par rapport... Ils peuvent être distraits par rapport à... Mais il faut vraiment... l'accent sera mis sur la sensibilisation. D'accord. Il faut qu'on sensibilise la communauté. Nous sommes les éleveurs, les agriculteurs sont les mêmes. Ils sont des deux côtés. Ils arrivent à se comprendre. Si les gens arrivent à se réunir, parler des difficultés qu'ils sont en train les causes de ces problèmes, on arrive toujours à trouver et chacun va prendre un engagement et on suit ces engagements-là. Voilà ce que j'aimerais ajouter. Merci, merci. Oui, qu'est-ce que vous allez ajouter? On va la dernière question. Donc, ce que je voudrais ajouter, c'est nous avons vu en cas de conflit entre agriculteurs et éleveurs, donc il y a une procédure, quoi. Donc, en passant par l'amiable à la conciliation. Voilà, la conciliation. À la conciliation et même à la justice. Maintenant, nous, au niveau du code rural, en fait, en cas de conciliation, nous apportons notre expertise. D'accord. Donc l'expertise que nous apportons, vous savez, les conflits, s'il y a eu un dégât champêtre par exemple, un dégât champêtre, ça peut donner lieu à une indemnisation ou bien non. Tu vois. Donc nous on sait là où s'il y a eu un dégât. Quand tu fais ton champ dans un couloir de passage ou bien une aire de pâturage, même s'il y a eu des dégâts, bien sûr. Donc là tu ne seras pas indemnisé. Donc tout ça là, nous apportons notre expertise. Quoi. Donc nous savons à où, quand le dégât a eu lieu, ou bien le moment même. Quoi. Même si les champs sont libérés, quelqu'un qui protège donc, son champ, donc en fait son jardin par exemple, quand on commet un dégât champêtre, logiquement il doit être indemnisé. Quoi. Mais s'il n'est pas protégé, il ne doit pas être indemnisé. Maintenant, il y a aussi, donc nous apportons notre expertise par rapport à l'établissement même de PV. Donc on appuie les chefs de village donc, à établir le PV de conciliation. Donc par rapport à un décret donc, portant par rapport à la mise en place, comme il l'a dit, des commissions paritaires de conciliation au niveau de chaque village. Ces commissions, c'est en cas de conflit que ces commissions tiennent. Quoi. Là, dans ce cas, comme on a dit, paritaire. Donc quand le leveur vient, il doit venir, en fait, c'est un nombre égal. Quoi. Et donc là, vraiment, il n'y a pas éleveurs, ils sont 3, l'agriculteur doit être aussi 3. Quoi. Il y a cette égalité qu'il faut. Maintenant, lui, le chef, si on voit qu'un éleveur vient, une seule personne, l'agriculteur avec 3, logiquement, ça ne doit pas se passer. Ça ne doit pas se passer. Voilà ce que je voudrais dire. D'accord. Merci beaucoup. On a quand même fait le tour. Vous voulez ajouter quelque chose? Allez-y rapidement. Alors, comme ça, donc, c'est pour vous dire, parce que vous n'avez pas donné l'occasion de m'exprimer sur l'autre volet. Parce que je dis, nous sommes au centre... vous avez suffisamment parlé, monsieur le procureur. Allez-y. L'autre volet que j'aimerais ajouter par rapport au conflit, c'est pour un peu vous donner aussi les limites, n'est-ce pas, comment on l'appelle, de la conciliation. D'accord. N'est-ce pas?
dont on vient de faire cas, donc qui est reconnu aux autorités coutumières. En cas d'infraction à la loi pénale, il ne peut pas avoir une conciliation. D'accord. Bien sûr, si peut-être lors d'un conflit opposant ou bien d'une bagarre opposant un agriculteur à un éleveur et qu'il y a mort d'homme, on ne peut pas, on ne peut pas concilier, on ne peut pas, n'est-ce pas, avoir un compromis par rapport à ça. D'accord. Donc, il sera le procureur, si il n'a pas été saisi, ou bien il peut auto-saisir, si il aura connaissance, n'est-ce pas, de cette... Des fois, les gens sont ce qu'ils sont. Les gens peuvent accepter des fois, n'est-ce pas, de se taire sur ce genre de situation. D'accord. Donc, si nous saurons, n'est-ce pas, ou bien si nous avons eu écho de la commission de ce genre d'infraction, nous allons automatiquement, n'est-ce pas, mettre en branle l'action publique pour pouvoir poursuivre les auteurs. Pour vous dire que bientôt, Inch'Allah, une session de la chambre criminelle au mois d'octobre va se tenir, un dossier, n'est-ce pas, de ce genre, effectivement, est déjà inscrit au rôle. Donc, il s'agit effectivement d'un cas de meurtre. Donc, un cultivateur était venu à son champ un beau matin, il a constaté un dégât champêtre. Donc, il y a un point d'eau qui n'est pas loin de son champ. Il a vu un agriculteur, un éleveur qui est venu abreuver ses animaux. Maintenant, il est parti à son encontre pour le tuer. Sans pour autant, comme ça, sans pour autant, n'est-ce pas, s'assurer que c'est lui, même si c'est lui, quelles sont les voies et moyens à suivre. Tout à fait. Voilà, donc il s'est livré à une justice privée pour attenter à la vie de ce monsieur-là. Donc c'est des actes que nous condamnons. Et nous appelons tous les gens à avoir de bons réflexes. Quand vous voyez, n'est-ce pas, ce genre de situation, ou bien quand ce genre de situation vous arrive, il ne faut pas se prester pour prendre une décision, n'est-ce pas, qui vous conduira vraiment à une situation, ou bien à, n'est-ce pas, à une situation sans issue. D'accord. Donc les gens se livrent souvent à la justice privée. Et des fois, c'est ça qui dégénère. Quand vous tuez le parent. Une bagarre en jeu. Voilà, effectivement. Des fois, une bagarre qui implique des communautés, des fois, une bagarre qui, n'est-ce pas, implique des villages, ainsi de suite. Ça, on l'a vu beaucoup de fois. Le chef en est témoin. On a eu un cas récemment en 2023, c'était mars ou même 2023, ici, dans la zone de Kandaji. Une situation qui nous a beaucoup épuisés ici, avant d'avoir... Je remercie effectivement aussi les autorités régionales. Récemment, j'étais en Kogné, j'ai suivi, n'est-ce pas, sur vos antennes, il y a un forum de la paix qui a été organisé dans la zone là, afin, n'est-ce pas, d'approcher les partis pour que le dialogue et la cohésion sociale puissent, n'est-ce pas, renaître. Parce qu'il y a eu des situations vraiment qui ne sont pas beaux à dire, qui se sont passées suite. Et tout laisse à quoi, ou bien il est établi qu'effectivement, ce problème-là a commencé par des dégâts champêtres dont les victimes n'ont pas été, ou n'étaient pas rentrées dans leurs droits. Et du coup, eux aussi, ils ont vu la situation s'est entassée, ils se sont livrés effectivement à une justice privée. Ce qui a vraiment eu des conséquences dramatique parce que bon, nous on a sévi bien sûr, parce que s'il y a mort d'homme, on ne peut pas rester indifférent. On a sévi, on a arrêté des gens, bon voilà. Donc, oui. Tout à l'heure, Djibo disait que souvent on donne tort à celui qui a raison. Et il dit que ça s'est passé beaucoup de fois. C'est au niveau de la justice que ça se passe ou c'est où exactement? Bon, il l'a dit et vous l'avez écouté. C'est à votre niveau qu'on donne tort à celui qui a raison ou c'est où ça se passe? Je ne pense pas. Parce que vous savez, ça, nous cessons de dire de cela aux gens. Mais c'est à la justice qui rend la justice ou pas? Non, mais même à la justice, on vous donne tort, M. Abdoulaye. Vous avez le droit. Il y a ce commentaire, le double degré de juridiction. Si j'aurai une décision qui vous satisfait, vous avez le plein droit d'attaquer ma décision, n'est-ce pas, au niveau des instances supérieures. On n'a pas besoin de se livrer, n'est-ce pas? Quand je ai une décision, vous n'êtes pas satisfait de cette décision, mais faites appel. On a compris. Ou bien vous pouvez vous prouver en cassation. Vous n'avez pas besoin de... Si vous pensez qu'il n'a pas dit le droit... Mais maintenant, c'est la même chose, même parce que quand je vous ai tout de suite parlé des tribunaux du foncier rural. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, effectivement, ces tribunaux ne sont pas installés, ne sont pas, voilà. Maintenant, leurs compétences sont exercées par, n'est-ce pas,
ce qu'on appelle les juges chargés des affaires civiles. En cas de... en ce qui concerne le conflit champêtre ou autre, comme c'est des dommages civils, là aussi, c'est la même procédure, c'est la procédure identique que celle qui est exercée devant le chef. Le juge, avant d'aller au fond de l'affaire, procède à une conciliation. Oui, la loi lui fait cette obligation. Très bien. Il doit procéder à une conciliation préalable avant, n'est-ce pas, de trancher au fond du litige. Si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur, n'est-ce pas, sur la conciliation, c'est à cet instant que, n'est-ce pas, il va ouvrir un dossier qui, n'est-ce pas, va connaître un peu. D'accord. Il sera jugé contradictoirement. On est pris un peu selon par les le temps. règles du Vous code allez profiter, puisque vous avez la parole, vous allez profiter juste en une phrase pour lancer votre message. Quel sera votre message en direction des populations et des plus hautes autorités du pays pour prendre des mesures fortes mettant fin à cette situation? Vraiment, en une phrase, ce sera le mot de la fin. Bon, le message que j'ai à lancer, c'est d'abord à l'endroit du monde rural. D'accord. Si vous êtes victime, n'est-ce pas, d'une infraction à la loi pénale, ou bien d'un dégât champêtre, ou bien d'un conflit, quelle que soit nature, il ne faut pas se livrer à une justice privée. D'accord. Les autorités sont là pour ça. Bien sûr, bien sûr. Saisissez les autorités pour vous faire attendre. D'accord. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est à l'endroit aussi des agriculteurs. Quelqu'un l'a dit, il faut respecter, parce que c'est bon de parler. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, il y a un village où le chef ne donne pas de conseils aux populations par rapport au respect de tout ce que nous venons de dire. Bien sûr, bien sûr. Tous les villages. Tout à fait. Il y a des gens qui, aujourd'hui, nous savons, hein, aujourd'hui, nos villages, ou bien le monde rural aujourd'hui, c'est qu'il est. Partout où vous êtes, où vous partez, vous allez voir des fois, les gens marchent, n'est-ce pas, dans en sens différent. Contraire, voilà, en sens contraire. Donc, et c'est là vraiment aussi, parce que le chef donne des instructions. Certains vont dire, ah, moi je ne le reconnais pas comme chef, je ne respecte pas ses instructions. C'est pas normal. C'est pas normal. D'accord. C'est pas normal. D'accord. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième pour finir? Le troisième point, c'est à l'endroit des éleveurs aussi. Et aussi, de la même manière que la loi, n'est-ce pas, a prévu des droits, n'est-ce pas, qui les intéressent, et aussi ils doivent respecter les obligations et aussi les droits des agriculteurs. Chaque fois, vous allez voir, des fois, les agriculteurs ne sont pas toujours fautifs. Un éleveur peut, la nuit, pendant que les gens dorment, peut introduire ses animaux dans le champ d'un agriculteur. Et ensuite, avant le lever du soleil, il prend la suite. Donc, des fois, comme je l'ai dit tout de suite, c'est des innocents qui vont en paix. Parce que celui qui se trouve au mauvais endroit, au mauvais moment, on va le prendre pour en faire victime, n'est-ce pas, d'une erreur judiciaire. D'accord. Voilà. Merci, M. G. Merci pour votre message. Oui, Jibo, quel sera votre message rapidement? En tout cas, notre message, parce que au niveau de nous, c'est au niveau de l'élevage. D'accord. Vraiment, on a vu que l'élevage, on a dit que c'est la deuxième mamelle. Donc, les piliers du Niger. Et je lance vraiment un appel à ce que vraiment cet élevage soit vraiment bien suivi. Suivi, d'accord. C'est vraiment l'ensemble donc du Niger. Parce qu'on a vu, ces derniers temps, il y a eu tellement de difficultés de fourrage, d'aliments bétail. Oui, tout à fait. Mais avec tout ça, l'État est en train de faire l'effort pour mettre la vente à prix modéré aux éleveurs, mais des fois qui ne viennent pas à temps. On veut à ce que ça vienne à temps. Parce que la vente à prix modéré, si c'est disponible et que ça a commencé, la vente a commencé plus tôt, depuis vers avril, que les animaux ont un peu de force, donc pour les accompagner, ça va vraiment arriver à l'installation de la saison hivernale. L'animal peut tenir. Mais si on a laissé jusqu'à la dernière minute, malheureusement. Donc l'animal, lui, si il est vraiment faim,
quand tu lui donnes la tâche du son là, pour dire que ça va lui faire lever, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, il va rester à terre. Donc vraiment, je lance un appel à l'endroit vraiment des autorités les plus hauts niveaux, puisque vraiment ils prennent ça en compte. D'accord. Oui. Merci, Djibo. Merci. Oui, quel sera votre message? Moi, je ne reviens pas sur ce qu'a dit le procureur à l'endroit des agriculteurs et la société civile à l'endroit des éleveurs. Moi, mon message, c'est à l'endroit des autorités. Des autorités. Nous avons élaboré un schéma d'aménagement foncier qui, quand il sera vraiment mis en œuvre, vraiment beaucoup de conflits trouveront une solution. Le balisage des couleurs de passage, le balisage des aires de pâturage, la sensibilisation, tout ça, nous avons prévu ça là. Moi, vraiment, que l'État vraiment apporte un soutien, donc vraiment, pour qu'on puisse vraiment, en fait, mettre en œuvre les différents programmes que nous avons élaborés. Donc, nous avons prévu 5 programmes. Donc, un programme sur l'agriculture, un programme sur l'élevage, un programme sur l'environnement, un programme sur l'eau et un programme sur la gouvernance foncière. Mon message, c'est vraiment mobiliser les moyens pour mettre en œuvre le schéma d'aménagement que nous avons élaboré. Surtout à l'ordre de la souveraineté nationale. Voilà, c'est ça. D'accord, merci. Honorable, donc quel sera votre message? Mon message d'abord à l'endroit de la population. D'accord. Je demande à la population de cultiver plus d'esprit de tolérance, et de solidarité pour renforcer notre cohésion sociale. Parce qu'on a besoin de ça. Et à l'endroit de l'État, moi c'est plutôt, il faut accompagner la communauté. Il ne faut pas qu'on se cache derrière les moyens, puisque nous parlons d'indépendance. Et il faut nécessairement qu'on arrive à vulgariser, sensibiliser. Il faut que les gens soient au même niveau d'information. On n'a pas besoin, si on veut une pérennisation, il faut nécessairement que chacun s'y mette pour qu'on puisse arriver à cette véritable indépendance. Voilà ce que moi j'aimerais. D'accord. Merci, honorable chef de canton de Saka, vraiment pour ce message fort. Vraiment merci aussi pour votre contribution. On a vu au niveau de Tillabéri, c'est vrai, les problèmes sont là entre agriculteurs et éleveurs, mais grâce en tout cas au travail que les chefs coutumiers de la région sont en train de faire et vous-même, on voit un peu souvent, on trouve des solutions. Et j'espère que cela va continuer pour pouvoir régler ce problème de conflit entre agriculteurs et éleveurs quand même qui cause énormément de problèmes et de dégâts. Vraiment, merci pour votre contribution à ce débat. Merci aussi, Djibril, pour votre contribution. On a vu le Code rural a élaboré son schéma. Malheureusement, il manque des moyens. Et j'espère qu'on va insister à l'heure de la souveraineté. Normalement, ce problème ne doit pas exister. Puisque ici, il faut, comme vous l'avez fait par le passé, attendre les partenaires pour venir financer. Ce n'est pas normal. Or, aujourd'hui, l'État doit s'assumer. J'espère que cette ère que nous vivons, l'État va assumer ses responsabilités par rapport à cette situation. Vraiment, merci. Monsieur le juge, merci aussi à vous pour toutes les explications que vous avez données. La justice est ouverte, on a beaucoup d'informations. Il communique. Et j'ai vu que vous avez beaucoup de choses à dire que le temps même ne nous permet pas de le faire. Mais rassurez-vous, on aura une autre occasion, sans doute prochainement, pour qu'on puisse aussi revenir sur certains aspects. Vraiment, merci pour votre contribution très intéressante et ce que vous avez dit, puisque les textes sont là, malheureusement, beaucoup ignorent comment ça se passe au niveau de la justice. Et j'espère que le Code rural va procéder à cette vulgarisation que vous avez demandé pour qu'on évite ces genres de conflits vraiment qui font énormément de victimes dans ce pays. Merci à vous. Djibo, merci aussi pour votre contribution. On a vu l'éleveur que vous êtes bien cerné le problème entre agriculteurs et éleveurs et j'espère que les conseils que vous avez prodigués, les gens vont s'en servir pour éviter ces genres de conflits entre agriculteurs et éleveurs. Vraiment, merci à tous vraiment pour votre contribution si importante à ce débat. On va s'arrêter là en espérant se retrouver une prochaine fois sur d'autres thématiques. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée à tous. Au revoir. Voilà.